Alors bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de vous aider à travailler, alors même que nous avons des difficultés liées aux grèves à venir dans l'établissement ou bien lorsque l'établissement est fermé. L'objectif donc de cette partie de l'année qui a commencé il y a quelques semaines et qui va nous amener jusqu'à la fin du premier semestre est de travailler sur la dissertation. Pour essayer de vous aider à travailler sur la dissertation, deux choses sont mises en place. La première chose, vous allez trouver sur l'ENT, monlycée.net, une dissertation entièrement rédigée sur le premier chapitre que nous avons révisé la dernière fois dans une capsule vidéo qui va bientôt être mise en ligne autour de la question de la société. Vous lirez donc cette dissertation qui est simplement une dissertation que j'ai rédigée, qui n'est pas forcément un modèle de perfection, mais qui est simplement un exemple possible d'une dissertation. Une fois que vous avez lu cette dissertation, vous allez pouvoir, en suivant cette vidéo-là, faire vous-même une autre dissertation, en tout cas travailler sur le plan et sur le début de la rédaction autour du sujet qui est là. Peut-on parler de matière vivante ? Sujet qui semble tellement différent de ce qu'on a fait pour l'instant. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, nous avons traité en particulier de la civilisation, c'est-à-dire de tout ce qui relève des activités, de tout ce qui correspond aux activités humaines que nous établissons pour vivre ou pour survivre. Le travail, la vie en société, la vie politique, les échanges économiques, bref. Il nous reste donc maintenant à travailler cette deuxième grande partie du programme qui correspond à ce que l'on appelle, nous, la culture, à savoir non pas tout ce qui relève de la civilisation, mais de la culture, c'est-à-dire du sujet et de son développement spirituel et libre. Pour essayer de comprendre un petit peu ce que signifie cette culture, hein, cette notion assez vaste, nous nous concentrons pour l'instant sur la notion de sujet. Or, ce qui est assez manifeste, c'est qu'on peut tout à fait se poser la question de ce qu'est un sujet humain, hein, ce qu'est un être humain. Nous avons décidé donc d'entrer dans cette partie du programme par cette question de ce que cela signifie d'être un homme, un être humain. Or, ce qu'il nous a paru évident, hein, c'est de confronter notre réflexion philosophique avec un donné assez évident aujourd'hui, hein, qui est celui de la science, et de la science telle que vous la connaissez également, sans être de grands scientifiques ou de grands biologistes. Vous savez que l'on entend beaucoup parler des êtres vivants, et de l'homme également, hein, comme une matière organique, comme des organismes, terme que vous utilisez. Un être humain est un organisme vivant. Et c'est cette question, à partir de cette question-là, que nous allons essayer de comprendre un petit peu quel est l'enjeu philosophique autour de cette question du sujet humain. Voilà donc le sujet. Pour faire cette dissertation, vous avez besoin de deux choses. Premièrement, de ce que l'on va faire là, à savoir un point un peu méthodologique sur ce sujet. Et puis d'autre part, vous aurez quelques textes que je vais vous mettre en ligne sur le NT, avec trois thèses principales, hein, celle de ce que l'on appelle les atomistes ou les matérialistes, ceux que l'on appelle cette fois-ci les dualistes, et ce que l'on appelle plus couramment les spiritualistes ou les vitalistes. Ce fait beaucoup de mots en iste qu'il va falloir définir un peu et que vous allez devoir chercher un petit peu à définir de votre côté. Je me concentre donc premièrement sur la dissertation. Je vous rappelle que vous avez un exemple à lire de votre côté. Une dissertation en philosophie est une question que l'on pose à un candidat, et cette question porte la plupart du temps sur deux notions. Parfois, les sujets du bac ne portent que sur une seule notion, mais c'est assez rare. Ces deux notions sont ici, dans un sujet comme celui-ci, assez faciles à déterminer. Vous avez ici la question de la matière et ici la question de la vie. Dans votre programme, vous avez un chapitre qui s'appelle Matière et Esprit et un autre qui s'appelle Le vivant. Il va donc s'agir pour nous de comprendre ce qu'est, en l'occurrence, la vie à partir de son interrogation sur ses conditions matérielles de possibilité. Comment
commence-t-on un sujet de dissertation? Vous allez devoir dans un premier temps produire quelques définitions. Ce que l'on entend par matière, ce que l'on entend par vie. Des définitions. Ces définitions vont simplement vous aider à produire ou à penser deux types de réponses. Premièrement, à cette question, vous allez essayer d'y répondre de manière évidente. Vous allez donc donner une réponse évidente au sujet. On va l'appeler la réponse 1. Le but du travail dissertatoire et du travail tel qu'il va se faire au brouillon également est de pouvoir, à partir d'une analyse plus serrée de cette première réponse, de montrer qu'elle est insuffisante, qu'elle est incomplète, qu'il lui manque des choses, qu'elle confond des notions, qu'elle distingue pas assez. Bref, vous allez lui opposer une deuxième réponse. Une réponse critique que j'ai appelée plusieurs fois en cours une fausse évidence. Vous allez montrer en réalité qu'il s'agit là d'une fausse évidence. On va l'appeler cette réponse la réponse 2. Une fois que vous avez fait ce travail d'opposition, puisque c'est fondamentalement ça un travail de dissertation, c'est un travail de confrontation des thèses, de confrontation des réponses pour aboutir à quelque chose qui semble le plus stable, le plus probable, en tout cas le moins discutable possible. Une fois que vous avez fait ce travail d'opposition des thèses, il vous reste à formuler la question, ou formuler les questions dans lesquelles vous pouvez reprendre ce que vous avez dit ici en interrogeant cette fois-ci, par exemple, la notion de vie ou par exemple l'insuffisance de la notion de matière si vous en êtes arrivé à cette question-là. Autrement dit, cette question qui reformule le sujet à partir des réponses que vous avez données là, à partir donc des réponses 1 et 2, ces questions-là vont vous permettre de formuler cette fois-ci un plan qui va être votre réponse. Votre réponse à ce sujet-là. Il est bien évident que faire cet exercice d'opposition de thèse revient en fait à annoncer quelle va être votre première partie, quelle va être votre deuxième partie. Rien ne vous empêche, pour cet exercice-là, de faire une troisième partie, mais là-dessus j'y reviendrai un peu plus tard dans le cours. C'est un exercice qui est assez difficile, de faire une troisième partie, en même temps largement conseillé si vous voulez donner une réponse ferme et définitive au problème. Vous pouvez tout à fait vous contenter pour cet exercice-là d'essayer de faire un plan en deux parties dans lequel vous travaillez une évidence et une fausse évidence. Maintenant, rien ne vous empêche, vous avez les documents pour, les textes que je vous donnerai vous permettront éventuellement de faire une troisième partie qui peut-être consisterait en une critique plus fondamentale et donc en une position plus nette. Car il ne faut pas oublier que le but de la dissertation est de répondre de manière ferme au sujet qui vous est demandé, à la question qui vous est demandée. Il ne s'agit donc pas de terminer une dissertation par « ça dépend », il y en a qui vont dire oui et il y en a qui vont dire non. Il s'agit donc d'argumenter en vue de donner une réponse ferme au sujet. Tout ce que nous venons de lister ici est en réalité le travail de l'introduction. Il s'agit ici de l'introduction de la dissertation. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit pour l'explication de texte, c'est encore plus vrai pour la dissertation. L'introduction est une partie fondamentale de votre travail. Vous y posez en effet des premières définitions et vous y posez également votre problématique en philosophie, une problématique étant la réponse 1 et la réponse 2 mises en opposition qui donnent naissance à une question qui va donc lancer votre devoir. Une fois que vous aurez fait ce travail introductif, que vous l'aurez rédigé dans la mesure du possible, je vous conseille vraiment de le faire. L'exemple que je vous donne sur l'ENT va vous permettre en quelque sorte d'avoir une idée de comment rédiger. Vous allez voir que le style n'a pas forcément trop d'importance et qu'il est important que vous commenciez tout simplement, que vous vous entraîniez comme n'importe quel artiste commence par s'entraîner sur sa toile. Donc n'hésitez pas à rédiger cette introduction à partir de cet exercice-là. Ensuite, il vous faudra peut-être lire avec attention
les 3 ou 4 textes que je vais mettre sur le NT et qui vont vous aider à construire votre argumentation. Une fois que vous avez compris la thèse principale de chacun des textes, vous pouvez vous en servir. Il est possible que vous ayez d'autres arguments qui ne viennent pas de ces textes. Très bien, utilisez-les. Si d'ailleurs vos connaissances scientifiques vous permettent de répondre à cette question avec des éléments plus scientifiques que ceux que je vais vous proposer dans ces textes, faites-le, vous pouvez le faire. L'idée est ensuite de répondre dans chacune des parties par une argumentation. J'insiste donc maintenant sur la méthodologie des parties de la dissertation. Il faudrait une petite musique de transition parce que je vais mettre du temps à effacer mon tableau. Donc fermez les yeux et imaginez une musique de transition. Je vais essayer de ne pas le refaire une deuxième fois. Quel est l'objectif d'une partie dans une dissertation? Toujours répondre à la question qui vous est posée ici. Exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Une première partie qui consisterait à dire « Je vais vous expliquer ce qu'est la matière ». Une deuxième partie « Je vais vous expliquer ce qu'est la vie ». Un plan de ce type-là ne répond absolument pas à la question posée. Il s'agit de vous demander précisément si l'on peut, s'il est possible, s'il est légitime de poser comme expression valide la matière vivante. Existe-t-il une expression de ce type? Vous devez donc pouvoir, dans une première partie, donner des arguments en faveur de cette expression ou en défaveur de cette expression, selon le plan que vous aurez choisi, mais vous devez toujours répondre précisément à la question. Je note donc que chaque partie, une partie, est une réponse à la question. Et vérifiez toujours que lorsque vous allez trouver une thèse, un argument, plus exactement une thèse dans chacune de vos parties, vérifiez toujours, quand vous la lisez, qu'elle est une réponse à la question qui vous est posée. Si tel est le cas, une fois que vous avez trouvé des thèses, eh bien vous commencez la partie tout simplement par ce biais-là. Vous énoncez la thèse de votre partie. Vous en avez l'habitude puisqu'on a déjà travaillé beaucoup sur l'explication de texte et le propre des textes philosophiques est toujours, de cette explication, est toujours de partir de la thèse même de l'auteur. L'auteur, en l'occurrence de la dissertation, c'est vous. Il faut donc que vous exposiez dès le départ votre thèse. En quelques lignes, vous annoncez quelle va être la thèse de votre partie. Ensuite, tout le travail d'une partie en philosophie est un travail d'argumentation. Il va s'agir donc d'argumenter toujours relativement à cette thèse. Pour ceci, pour argumenter, vous pouvez développer plusieurs stratégies d'argumentation. Votre argumentation peut porter premièrement sur une notion, des notions au programme. Elle peut donc ici porter sur des définitions. Il va s'agir dans un premier temps de définir des notions. Deuxièmement, ce que nous faisons régulièrement en cours, vous pouvez argumenter à partir de distinctions. Souvenez-vous, les distinctions qui sont dans votre programme, par exemple en acte, en puissance, en droit, en fait, accidentel, essentiel, toutes ces distinctions que je fais en cours et qui sont souvent représentées par ce fameux schéma de flèches, vous pouvez l'utiliser et à ce moment-là également définir les termes que vous utilisez, ce que l'on appelle dans le programme des repères. Vous pouvez donc utiliser des distinctions de repères au programme en les définissant un tout petit peu. Enfin, troisièmement, vous pouvez argumenter cette fois-ci par des références, c'est-à-dire par des références aux auteurs, aux textes que vous connaissez, que vous avez gardés en tête, en l'occurrence pour cette dissertation, puisque le cours n'a pas tout à fait eu lieu
n'est pas fini pour les terminales L et n'a même pas encore commencé pour les terminales ES, vous pouvez vous référer au texte que je vais mettre en ligne. Enfin, cette argumentation, dans un troisième temps, peut prendre, si vous le souhaitez, la forme d'une illustration par l'exemple. Attention, j'insiste encore là-dessus, un exemple en philosophie n'est pas nécessairement n'importe quel type d'exemple. J'ai beaucoup insisté avec vous, les exemples que nous avons travaillés en cours sont des exemples précis et à portée argumentative. Par exemple, lorsque l'on a travaillé sur les Nambikuara, ou bien sur la question de la chefferie indienne, lorsqu'on a travaillé sur la notion de pouvoir. De la même manière, sur un sujet comme celui-ci, vous pouvez tout à fait avoir des exemples scientifiques, d'ordre biologique par exemple. Ces exemples ont tout à fait leur pertinence, il s'agit simplement de les faire entrer dans une argumentation. Toujours, le but de l'exemple en philosophie est de faire comprendre davantage l'argument qui a été énoncé précédemment, ou qui va être énoncé par la suite si vous choisissez d'inverser. Mais ne jamais avoir en tête que l'exemple va suffire. Et d'autre part, pour que l'exemple ait une portée argumentative, il faut l'analyser davantage que simplement le mentionner. Lorsque vous avez une référence, par exemple, à un texte littéraire, à un film ou à une connaissance scientifique, il ne s'agit pas de dire « c'est ce qu'a voulu montrer Einstein dans sa théorie de la relativité » ou bien tel film V pour Vendetta illustre à merveille ce propos. Non, il s'agit bien de rentrer dans l'analyse de l'exemple et de montrer en quoi il vient aider le lecteur à comprendre l'argument que vous aviez développé précédemment. Enfin, dernier point d'une partie, il s'agit de faire une conclusion qui ressemble à une transition. Vous amenez à la fin de votre partie une réponse qui semble être la réponse que vous donnez à la question. Vous reprenez en quelque sorte la thèse après l'avoir argumentée. Vous expliquez que vous pourriez donc répondre de cette manière-là. Mais la transition a pour but de montrer que cette réponse à laquelle vous êtes arrivé là est limitée. Il lui manque quelque chose. Une distinction n'est pas assez solide. Elle oublie peut-être même de faire une distinction. Peut-être ne porte-t-elle que sur une partie du sujet. Peut-être que la réponse à laquelle vous allez arriver ici est l'insuffisance ici de l'argumentation que vous avez donnée. Dans ce cas-là, une question vous permet de montrer la limite de votre réponse et donc d'introduire la deuxième partie qui va se dérouler exactement selon le même plan. Vous annoncez la thèse de votre partie, vous soignez l'argumentation, vous pouvez d'ailleurs mélanger, c'est pas le bon terme, vous pouvez utiliser différentes manières d'argumenter, vous n'êtes pas obligé de trouver qu'une seule manière, vous avez bien compris d'ailleurs que dans une partie de dissertation, c'est cette partie-là qui est essentielle. Il est bien évident que vous allez devoir vous attarder un peu sur l'argumentation, trouver plusieurs arguments, plusieurs distinctions, une référence à un auteur, ça devrait suffire, ou des définitions de notions. Puis une illustration par un exemple si vous le souhaitez, enfin une conclusion. Tout ceci correspond à un paragraphe, c'est-à-dire une partie de votre dissertation. Il me reste simplement à vous donner quelques petits conseils de recherche sur ce sujet et je m'arrêterai là. J'ai dit tout à l'heure que ce sujet nécessitait quelques définitions. Utilisez-les d'ailleurs dans votre dissertation. Il faut en effet que vous définissiez plusieurs termes. Je les mets ici pour éviter d'effacer le tableau une deuxième fois. Il s'agit que vous fassiez quelques recherches sur ce que l'on appelle le matérialisme, le monisme, le spiritualisme. Alors en fait j'aurais dû mettre l'opposition ici, bon c'est pas grave. Matérialisme et spiritualisme vont ensemble, monisme et dualisme vont ensemble. Et un dernier courant, le vitalisme. Ne vous cassez pas tellement la tête, essayez de chercher sur internet, ou peut-être que je vais avoir le temps de mettre quelques définitions sur le NT, de simplement chercher vitalisme, philosophie. N'essayez pas de faire une recherche exhaustive, vous tomberiez sur une quantité incroyable de documents. Il ne s'agit pas de perdre autant de temps, c'est juste que vous ayez en tête ces différentes conceptions qui sont toujours des articulations, comme vous le voyez, entre ce que l'on appelle la matière, ici, le spiritualisme,
qui est en quelque sorte, vous le reconnaissez aussi, non pas matériel, mais ici spirituel. Et dans le mot vitalisme, vous reconnaissez vitalité, hein, le terme latin, vita, la vie. Donc toutes ces terminologies-là, ces termes techniques, sont à utiliser dans une dissertation de ce type-là et vous permettraient de gagner en argumentation par une définition plus précise des notions que vous utilisez. Je vous laisse donc avec cette partie méthodologique. Lisez bien les textes que je vais vous donner. Lisez en même temps la dissertation qui est sur l'ENT en exemple sur la question de la société. Et éventuellement, commencez dès aujourd'hui, ou en tout cas dès demain, à travailler sur ce sujet-là et à m'envoyer par mail au besoin, ou dès qu'on se verra probablement jeudi, déjà des essais d'introduction. Voilà, il est important que vous vous entraîniez dès maintenant à la dissertation. Je vous souhaite à tous bon courage et à très bientôt.